de service. Je vais faire la jeune fille de la maison. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Bala Jablonci, je dirige l'Institut hongrois de Paris. Merci d'être venus cet après-midi ensoleillé. Je suis pris un peu à la dépourvue parce que Gergely vient de me demander de prononcer quelques mots au début. Donc nous sommes heureux, c'est une parution qui nous est chère parce que je crois c'était dans les premières semaines après mon arrivée à Paris qu'on a commencé à parler sur ce manuscrit. Et voilà, le livre est né. Donc c'est une belle occasion pour nous et je salue tout particulièrement les intervenants qui sont accepté notre invitation. Donc merci d'être là. Merci pour le bouquin Gergely et on écoute avec intérêt la présentation du livre ce soir. Merci. Merci beaucoup. Ça grésille, mais ça marche aussi peut-être. Je pars fort, comme ça on entend. Merci beaucoup, merci pour tout merci pour la possibilité d'être ici présent. Sinon je change le micro, ça va être plus simple. C'est mieux? Donc je vais utiliser ce micro, ça va aller mieux. Et merci pour je remercie pour Balázs à l'Institut hongrois qui nous accueille ce soir. Et je remercie particulièrement à Madame Catherine Aurel qui a accepté de présenter ce livre ce soir, ainsi que Monsieur le professeur Frédéric Desberg qui a également accepté de présenter ce livre ce soir. Tous les deux, ils l'ont bien lu ce livre, parce que je ne cache pas, mais le professeur Aurel, elle était dans mon jury, même le président de jury de ma thèse. Donc elle a pu même lire entièrement ce livre, plus qui est dans le livre. Et Monsieur Desberg, il était le lecteur finalement pour l'édition. Et il a beaucoup travaillé aussi avec ce texte et que je remercie beaucoup parce qu'il a beaucoup aidé pour que ce soit vraiment en français, en bon français, et d'autre part que ce soit en point de vue historique aussi parfait, enfin en tout cas le plus proche possible de parfait. Et donc voilà. Donc je pense que le plus simple, si je passe tout de suite la parole à Madame Catherine Aurel, et puis après peut-être Frédéric Desberg, et puis après, si jamais il y a des questions, etc., je vais aussi dire quelques mots sur le livre. Ce serait surtout à vous, Gergely, de parler de votre ouvrage. On défend mieux ce que l'on a écrit soi-même, en principe. Donc merci de cette opportunité de présenter ce livre. Pour notre public, je dirais d'abord que c'est une grande satisfaction pour l'auteur de voir sa thèse publiée. Parce que vous savez certainement, pour certains d'entre vous, que de nos jours, parvenir à publier sa thèse, c'est un cas plutôt exceptionnel. Donc, c'est à souligner, c'est à saluer. Alors, je pense qu'il n'y a pas de représentant de la maison d'édition là, ici. Ben oui, enfin voilà. Donc c'est vraiment une bonne chose d'arriver à publier la thèse. Ça a deux intérêts, je dirais. D'abord, ça permet à l'auteur de se replonger dans son manuscrit un certain temps après la fin de la thèse, donc quand il y a après un certain recul et une certaine maturation. Alors des fois c'est la panique parce qu'on se rend compte effectivement de tout ce qui aurait dû être fait, bon, et on intègre un certain nombre des remarques ou des critiques qui ont pu être faites lors de la soutenance. Ça c'est le premier point. Et puis surtout ça donne vie à la recherche parce que qui va aller lire une thèse de doctorat déposée dans une université ou même sur un fichier électronique, alors que l'objet livre, quand même, permet une diffusion plus large des travaux des jeunes chercheurs. Et c'est vraiment pour nous une satisfaction de voir certaines thèses, tout du moins, les meilleures bien sûr, publiées. Donc ça, c'est sur le plan, je dirais, éditorial et technique. Donc j'ai eu le plaisir de faire partie du jury. J'ai donc lu
la thèse en tant qu'objet objet de la recherche de Gargaï. Et bon, si on est là ce soir, c'est parce que c'était une très bonne thèse. Hein. Sinon, on ne serait pas là ce soir et on n'aurait pas publié ce beau livre. Ce qui m'avait frappé à la lecture de la thèse, alors j'ai repris toutes mes notes de la soutenance et du rapport que j'avais fait pour la thèse, c'est que non seulement il y a une originalité évidente dans le fait de traiter des pays francophones et pas, comme très souvent, des relations franco-X, hein, ça nous change, ça déplace la focale en quelque sorte, hein, ça déplace le niveau de réflexion vers un monde francophone, non français, et qui a des références par rapport à l'Europe centrale qui ne sont évidemment pas celles de la France. Et l'intérêt de la thèse, c'est d'intégrer non seulement les visions françaises de l'Europe centrale, mais aussi la vision belge, la vision suisse qui, comme vous pouvez vous en douter, n'est pas la même par rapport à l'Europe centrale quand on est un Suisse francophone ou quand on est un Suisse alémanique. C'est évident que ceux qui sont proches de la frontière autrichienne ne vont pas du tout avoir la même idée de l'Europe centrale que peut l'avoir un habitant de Lausanne ou de Neuchâtel. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un héritage de la Suisse et de la Belgique par rapport à l'Europe centrale qui n'est pas l'héritage français. Et je crois que ça, c'est un des grands apports de la thèse, de montrer au public français, ça, qui a tendance toujours à se regarder le nombril et à penser que tout part de la France et que les références se font à partir de la France, mais aussi à la Hongrie finalement, parce que là aussi, en Hongrie, on a tendance à regarder vers la France, vers Paris, et pas forcément vers Bruxelles ou vers la Suisse, que ce soit Berne ou les autres villes suisses. Ce n'est pas le cas de l'Autriche, c'est une autre chose. Mais pour la Hongrie, il y a aussi un regard qui est franco-centré dans l'autre sens. Donc, un grand apport de la thèse à ce niveau-là. En fait, dans la thèse, il y a plusieurs sujets. On a un sujet comme ça, on a un titre, mais à l'intérieur, quand on lit bien, on se rend compte qu'il y a plusieurs sujets qui sont traités par l'auteur, sujets auxquels il donne plus ou moins d'importance selon la pertinence qu'ils ont par rapport à l'objet d'étude, donc les relations entre les pays francophones et la Hongrie. Mais il y a un sujet qui est évidemment d'une très grande importance, surtout dans le contexte de la guerre froide, ce sont les relations culturelles. Puisque finalement, on essaye, par le biais des relations culturelles, de contourner un certain nombre d'obstacles mis par la politique, mis par la diplomatie et par la guerre froide en l'espèce. Donc, il y a un enjeu pour la France, mais aussi pour les deux autres pays francophones, de continuer à maintenir des relations culturelles avec la Hongrie. Et c'est un des aspects, un des sujets traités dans la thèse qui montre justement la difficulté qu'il y a à maintenir une présence francophone dans un cadre d'où l'idéologie, en principe, le chasse. Donc, vraiment un enjeu extrêmement important. Il y a un autre sujet qui est évident à la lecture de la thèse et qui, je crois, est encore plus évident maintenant à la lecture du livre et qui, dans les futurs travaux de Gergely Fejadi, va être encore plus évident, c'est le rôle des émigrés, donc venant de la Hongrie et qui s'installent en France, en Suisse ou en Belgique, voire dans les trois pays en même temps, ou bon, qui voyagent entre ces pays, voire même au-delà, vers les États-Unis ensuite, ou auparavant, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est de voir si ces émigrés ont été des médiateurs de ces relations entre la France, la Suisse, la Belgique et la Hongrie, voire l'Europe centrale dans son ensemble. Et on voit très bien se dessiner des personnalités qui sont donc des exilés, des émigrés, dont certains ont des histoires d'émigration qui sont superposées, je dirais. Il y a plusieurs couches. Il peut y avoir une émigration antifasciste, ensuite il peut y avoir une émigration anticommuniste, c'est souvent les mêmes d'ailleurs, et de voir à quel point ces personnalités ont tenté
d'être les porte-paroles ou les médiateurs, comme je disais tout à l'heure, de l'Europe centrale, de la Hongrie en particulier, en ce qui concerne ici le travail auquel on fait référence, et les décideurs ou l'opinion publique des pays francophones. Et tout ça passe évidemment par un truchement évident qui est celui de la langue française. Donc, derrière ces pays francophones, il y a la francophonie en tant que telle, c'est-à-dire l'usage du français, l'usage que ces gens font du français, écrivent en français pour faire passer leurs idées auprès du public auquel ils ont affaire. Donc il y a un enjeu de la langue française qui est évident dans cet environnement. Autre sujet, mais qui est lié à ces émigrés, c'est en gros comment est-ce qu'on a pensé l'avenir de la région centre-européenne après 1945. Alors là, dans ce sujet-là, il y a deux sujets. Il y a d'abord la question de savoir, alors on ne va pas la résoudre ce soir, et je pense qu'on ne va pas la résoudre du tout, c'est qu'est-ce que c'est que l'Europe centrale. Bon, alors on peut débattre pendant des heures là-dessus. Mais à travers ces options de savoir comment la région centre-européenne, si tant est qu'on la définisse, sort de la Première Guerre mondiale et qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir devenir, il y a là tout un faisceau de possibilités, d'options qui apparaissent. Et derrière ces options, on retrouve les émigrés. C'est-à-dire que bien souvent, ce sont les gens qui ont vécu à l'extérieur de la région et qui ont vu le drame qui vient de toucher la région d'Europe centrale, la guerre, puis l'arrivée des soviétiques, de savoir est-ce qu'on propose des alternatives. Et si on propose des alternatives, de quel ordre sont-elles? Et là, on retrouve un certain nombre de ces émigrés qui ont déjà réfléchi sur la question pendant leur exil durant la Seconde Guerre mondiale, qui sont là aux premières loges, en quelque sorte, pour dire aux décideurs attention, l'Europe centrale est une région qui n'est pas imaginaire, ça existe, il y a une unité de l'Europe centrale, et attention à ne pas faire basculer l'Europe centrale, donc tout entière, dans le camp soviétique. Alors là, après, on rentre dans des débats qui sont, est-ce qu'il faut fédéraliser? Si on fédéralise, qu'est-ce qu'on fédéralise? Avec qui? Comment? Bon, alors là, il y a une foison de projets dont un certain nombre des auteurs sont précisément ces émigrés dont je parlais tout à l'heure. Donc là, il y a deux sujets, en fait, dans ce sujet qui est que devient l'Europe centrale après 1945. On retrouve cela de façon très évidente. Et c'est là aussi qu'un certain nombre de penseurs ou de diplomates, de politiques, certains militaires, réfléchissent à l'avenir de l'Europe centrale, ce qui leur donne l'occasion de la définir aussi dans le même temps, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, hein, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reconstruit l'Autriche, comment on reconstruit l'Autriche, comment, avec quoi, avec qui, bon, et comment est-ce qu'on gère cette redéfinition territoriale de l'Europe centrale qui est issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est aussi un des sujets possibles qui découle de la thèse. Et puis, dans le travail de Gergely Fayadé, il y a aussi toutes ces personnalités dont je parlais tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que les émigrés, il y a aussi un autre groupe de personnes qui sont justement les décideurs de ces questions. Et on a là, dans le travail, beaucoup de portraits, en quelque sorte, en creux ou en plein d'ailleurs, de décideurs, de diplomates, qu'ils soient donc belges, suisses ou français. Je me rappelle qu'à la soutenance, Michel Dumoulin n'était pas très content des diplomates belges durant cette période. Il avait dit que les diplomates belges, c'était pas, enfin, ce que les diplomates belges avaient fait dans la région n'était pas très glorieux. Mais on a là donc des gens qui se croisent, qui font souvent le tour d'ailleurs de la région. On s'aperçoit chez les diplomates que certains sont en quelque sorte spécialisés sur l'Europe centrale et on les voit tourner sur plusieurs postes diplomatiques. Donc il y a ces personnages qui deviennent donc des experts eux aussi
finalement de l'Europe centrale et qui ont voix au chapitre quand il s'agit de décider d'un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place ou pas mettre en place. On le voit très bien à propos des institutions culturelles d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qu'on fait finalement, hein? On s'en va, on insiste, on provoque. Bon, il y a une gamme d'attitudes possibles vis-à-vis, alors non seulement du régime hongrois, mais des autres régimes de l'Europe centrale et orientale. Donc, ça nous montre aussi que l'histoire passe par les hommes et que même si dans le contexte précis de l'installation du régime communiste, la marge de manœuvre des uns et des autres, côté occidental, hein, est évidemment extrêmement réduite, voire inexistante, eh bien, on voit qu'à chaque fois, on essaye quand même. C'est-à-dire que les diplomaties, les chancelleries s'efforcent tout de même de trouver, si ce n'est un dialogue avec un certain nombre de personnalités en Hongrie, tout du moins essayent. Alors, souvent chacun pour leur compte. Hein, l'une des questions que vous vous posiez, je me rappelle, c'était de savoir est-ce qu'il y a une politique francophone finalement, est-ce qu'il y a une politique commune des trois États envers l'Europe centrale. On voit que non. Hein, on voit que, à part la francophonie, finalement, l'usage du français qui n'est même pas général dans les deux pays, en Suisse et en Belgique, est-ce qu'il y a une stratégie de la francophonie pour s'imposer en groupe, en quelque sorte, face au régime communiste? Et non, évidemment. Bon, la réponse est non. Mais encore fallait-il le prouver. Donc, c'est ce que vous vous êtes attaché à faire et que vous avez fort bien fait. Mais ce n'est pas non plus un constat d'échec. Hein. Je crois que ce qui a été semé, notamment par la France, qui a réussi à maintenir sa présence culturelle durant la période communiste, a montré par la suite que le maintien des relations culturelles avait été bénéfique pour les deux pays. Voilà, donc je m'arrête là, parce que j'ai déjà trop parlé, et je vais passer la parole à Frédéric Desberg, qui va avoir certainement d'autres éléments à apporter au débat. Merci, très peu, parce que beaucoup de choses ont été dites et de façon extrêmement pertinente. Alors, d'abord apporter quelques petites corrections à ce qu'a dit Gergely Fayardi dans sa présentation. Je ne suis pas professeur, je suis maître de conférence donc à Paris 1 et détaché aux écoles de Saint-Cyr, Coët-Quidan, d'où le petit regard tout à l'heure. Je ne suis pas militaire, je suis civil, mais bon, je travaille chez les militaires. Et le deuxième correctif, c'est pour corriger Gergely qui a dit que j'avais beaucoup travaillé. Nous avons travaillé ensemble, effectivement, à cette correction. Et c'est la première chose que je voudrais souligner. C'est un travail qui a été rédigé, le travail de la thèse, ensuite soutenu sous la direction de Georges-Henri Soutou, et puis ensuite qui a été rendu à l'état donc de livre que vous voyez ici, en français, chez quelqu'un qui n'est pas né en parlant, enfin qui n'a pas appris le français à la naissance. Et autant vous dire qu'il est extrêmement rare de voir donc des non-natifs, on en parlait tout à l'heure, qui manient aussi bien la langue française. Alors bien sûr, à l'écrit, il y a toujours des corrections à faire, bien évidemment, mais c'est un travail que nous avons fait en commun. Et qui, c'était pas ça le plus difficile, je pense. Hein. Bon, moi aussi, je suis passé par une thèse sous la direction de Georges-Henri Soutou d'ailleurs. Et quand on veut la publier, il y a des choix à faire. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et donc, courageusement, il a sabré. Pourtant, il reste encore pas mal de choses. Mais il a décidé, il a fait des choix pour un livre qui garde toute sa cohérence. Et bon, c'est l'objet, hein, ce n'est plus une thèse, c'est un livre. Donc, c'est destiné à être lu par quelques personnes de plus que la thèse, même parce que c'est quand même un sujet assez précis et scientifique. Mais enfin, c'est un livre qui a toute sa cohérence et qui se lit extrêmement facilement parce qu'il est rédigé dans un langage clair et qu'il raconte les relations entre des personnes, hommes, femmes, des hommes. Et c'est cela qui montre que Gergely Fayardi a compris ce que c'était l'histoire, parce que l'histoire n'a que cela comme intérêt, c'est de savoir comment vivaient les gens, comment ils agissaient. Donc c'est une histoire complètement incarnée
Et ce n'est pas une simple histoire des relations internationales qui, comme on en voit et comme on en a vu beaucoup, ne prendrait en compte que les archives des ministères des Affaires étrangères. Alors c'est un travail dont l'originalité repose, ça a été souligné par Catherine, sur le thème même de la francophonie comme objet et sujet même de relations internationales. Et c'est tout à fait intéressant pour l'éditeur que je représente ici, Honoré Champion, parce que, puisque je m'occupe de la série Histoire contemporaine dans une collection dirigée par Daniel Tollet, qui n'a pas pu venir ici ce soir, qui s'intitule Bibliothèque d'études de l'Europe centrale, qui a publié beaucoup d'ouvrages sur la période, en littérature et, pour ce qui est de l'histoire, sur la période moderne. Et nous avons ici le premier ouvrage, et c'est le premier sur lequel j'ai travaillé moi-même, avec l'auteur, premier ouvrage d'histoire contemporaine. Donc c'est une nouveauté à ce titre. Et donc pour un éditeur qui, par ailleurs, publie beaucoup de littérature, c'est un sujet effectivement extrêmement intéressant et qui a bien sûr intéressé l'éditeur. Bon, voilà pour la forme. Après, pour le fond, vous savez, j'ai fait une thèse qui a été publiée, je n'ai pas énormément beaucoup de compétences de plus que l'auteur. Encore une fois, nous avons travaillé ensemble, mais ce que j'ai véritablement particulièrement apprécié, c'est le travail d'historien qui a été mené, avec toujours ce souci d'expliquer clairement, sans jargon, les situations extrêmement compliquées. C'est quand même un travail qui réunit donc 4 pays, les 3 pays francophones plus la Hongrie, et qui bien sûr ne peut pas faire l'économie des autres partenaires que sont par exemple l'Union soviétique, omniprésente, qui ne fait pas l'économie non plus des aspects de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il a choisi une chronologie quand même qui est assez longue et mouvementée, puisque l'histoire commence en 1944 avec la libération de la Hongrie, et puis le début de la guerre froide, et se termine en 1956, juste au moment de la révolte et de l'invasion. Donc, il a fallu qu'il décrive, qu'il s'intéresse et qu'il explique aussi les situations de politique intérieure, pas seulement hongroise, mais également en Occident et dans l'Occident francophone, en lien évidemment avec les États-Unis, pour justement que toute cette histoire soit claire. Donc autant dire qu'il a fallu mais c'était déjà dans la thèse, qu'il fasse une chronologie extrêmement précise et qui colle pertinemment à son sujet, qui est la ligne directrice véritablement, qui n'abandonne jamais, celle du facteur de la langue, de la francophonie dans ces relations. Également, j'ajoute que les personnalités, les réseaux sont extrêmement bien étudiés, avec des personnages effectivement hauts en couleur, qu'ils soient civils ou militaires, comme ce colonel français de Lanurien, par exemple, que vous découvrirez dans le livre. Et puis, mais ça, c'est véritablement, je le dis, mais vous vous en doutez, c'est l'immense travail de recherche qui a été mené avec des sources extrêmement différentes et variées, pas seulement diplomatiques, encore une fois. L'auteur tient compte beaucoup des opinions publiques. Voilà, pour un travail imposant. Je n'entre pas véritablement dans le fond, parce que je pense qu'il va en parler et beaucoup mieux que moi, et puis que vous aurez des questions justement là-dessus, qui, à mon sens, montre effectivement que, comme l'a dit Catherine, la francophonie ne peut pas faire une politique étrangère, bien évidemment, d'autant plus qu'il y a un contexte changeant, évoluant. C'est la guerre froide dans sa période la plus sombre, la plus dangereuse. Et dans une période même qui reste extrêmement difficile, y compris après la mort de Staline, entre 1953 et 1956. Donc voilà, je terminerai simplement en
en disant, enfin en vous incitant, voilà, à lire ce livre pour la richesse des portraits et des relations qui apparaissent donc dans cette histoire qui couvre presque presque 10 ans, presque une dizaine d'années. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. En fait, je pense qu'il y a certainement beaucoup de questions dans le public, mais je voudrais juste dire quelques mots aussi sur le livre. Tout d'abord, effectivement, c'est un long travail pour arriver au bout d'une publication, d'un livre, d'autant plus que quand on a des problèmes avec un éditeur, il faut passer il faut faire avec un autre, etc. Donc, ce n'était pas si simple que ça. Et je suis content que finalement, assez rapidement, 5 ans après la soutenance, j'ai pu avoir ce livre. Et justement, je remercie à tous ceux qui m'ont aidé, aussi bien ici, aussi bien dans le public. Alors, il faut aussi souligner, tous les deux, vous avez souligné que la langue française était importante et que c'était rédigé d'une manière assez français, comment dire. Alors, je voudrais remercier, même si elle ne peut pas être présente, ma femme qui est française et qui m'a énormément aidé pour que ça soit vraiment en français. Parce que, bien sûr, on peut parler français, mais écrire, je vous avoue d'ailleurs, que même en hongrois, j'ai fait des erreurs pas possibles en orthographe. Donc, en français, ne vous imaginez pas comment j'écris. Bref, tout pour dire qu'il y a un grand travail derrière, même une coopération, je dirais. Et donc, voilà. Alors, en ce qui concerne le contenu, bien sûr, il faut lire. Je ne vais pas vous présenter en 10 minutes ce qu'il y a dedans. Mais effectivement, mon idée, c'est que j'étudiais le français depuis longtemps. Je fréquentais la France et également la Belgique et la Suisse, qui m'a donné l'idée de dire, mais pourquoi on parle la même langue? Est-ce que ça veut dire quelque chose dans les relations officielles? Alors, c'est comme ça que j'ai plongé dans les archives, enfin, dans tous ces 3 pays. Et j'ai choisi une période qui, à mon avis, une période clé pour comprendre tout ce qui se passe, même surtout autour des années 80-90 en Europe centrale. Parce que c'était un tournant avec la Seconde Guerre mondiale, et ce tournant a effacé un monde qui existait auparavant, avec le communisme imposé dans ces pays. Et en 89, très curieusement, on retrouve beaucoup de choses qui est disparu en 45, 46, 47, 48, plus tard 49, mais là c'est vraiment plus tard. Alors je trouvais ça intéressant de voir quelle était la situation durant la Seconde Guerre mondiale. Je ne voulais pas trop rentrer dans la période de la Seconde Guerre mondiale parce que sinon ça aurait été 4-5 volumes, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais à partir de 1944, c'est vraiment une période importante, et d'autant plus que ça a été il y a 70 ans, donc on peut en parler en 2014 facilement. Donc, je pense que c'est important parce qu'en 1944, on arrive à la fin de la guerre en France, mais on commence la guerre en Hongrie. Et on commence la guerre en Europe centrale. Jusqu'à 1944, en effet, le front n'est pas encore dans le bassin de Danube. On n'est pas encore, un peu en Pologne déjà, mais c'est en 1944 que peu à peu, la guerre devient réalité en Europe centrale, tandis qu'en France, justement, on va fêter le débarquement de 1944, de 70e anniversaire. C'est à ce moment-là que la libération arrive, au bout de longues années d'attente et de résistance. Alors, ça, c'est déjà très intéressant, et de voir cette parallélisme, des choses parallèlement, donc c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement de Vichy, il y a un gouvernement peu à peu qui s'installe en France de De Gaulle, et ensuite, parallèlement, les pays qui n'existent quasiment pas comme la Belgique, parce que, pareil, complètement occupée par les Allemands, et tout à coup,
le gouvernement de réfugiés de Londres qui arrive en Belgique et qui commence à gérer les affaires. Et il y a un Suisse qui est complètement à part dans ce paysage. Et parallèlement, nous avons un Hongrie qui, en 1944, de régime orti jusqu'aux extrémités de nazisme, se trouve dans une occupation soviétique, d'abord allemande, ensuite soviétique.